La prison n'est pas seulement une punition, c'est aussi une question de survie. Derrière les barreaux, la violence règne, les gangs dominent, et certains crimes sont tellement méprisés qu'ils transforment les meurtriers en cibles. Pour certains criminels, la justice ne s'est pas arrêtée à leur procès. À l'intérieur, d'autres détenus sont devenus juges, jurés et bourreaux. Voici les histoires de meurtriers notoires qui pensaient que la prison les protégerait, mais qui ont finalement subi la punition la plus brutale qui soit. Et cela commence avec un homme dont les crimes étaient si tordus que lorsque la justice l'a finalement rattrapé derrière les barreaux, elle s'est exercée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, un nom qui fait encore frissonner tous ceux qui l'entendent. Entre 1978 et 1991, il a assassiné 17 jeunes hommes et garçons dans des crimes si tordus que le monde pouvait à peine les comprendre. Nécrophilie, cannibalisme, démembrement, ces actes lui ont valu le titre de « cannibale de Milwaukee ». Lorsque Dahmer a finalement été arrêté et condamné à 16 peines d'emprisonnement à perpétuité en 1992, beaucoup pensaient que la prison mettrait fin à son règne de terreur. Mais, à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire de Columbia, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Dahmer ne s'est pas caché dans l'ombre. Il se moquait des gens. Selon d'autres détenus et gardiens, Dahmer plaisantait sur ses crimes, façonnant de la nourriture en membres sectionnés, étalant du ketchup sur sa peau pour imiter du sang. Dans un endroit où le respect est primordial, son humour morbide n'était pas seulement dérangeant, c'était une condamnation à mort en puissance. En 1994, les tensions avaient atteint leur paroxysme. Le matin du 28 novembre, Dahmer fut affecté à une équipe de nettoyage de routine avec 2 autres prisonniers, Jesse Anderson, condamné pour le meurtre de sa femme, et Christopher Scarver, déjà condamné à perpétuité pour meurtre. Les 3 hommes furent laissés sans surveillance pendant seulement 20 minutes. C'était tout ce dont Scarver avait besoin. Armé d'une barre d'acier prise dans la salle de sport de la prison, Scarver a tendu une embuscade à Dahmer. Il l'a frappé à plusieurs reprises, lui fracassant le crâne et le laissant à peine vivant sur le sol de la salle de bain. Quelques minutes plus tard, Dahmer était déclaré mort. Anderson a également été attaqué et n'a pas survécu non plus. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans la prison, certains détenus auraient applaudi. Pour eux, la fin horrible de Dahmer n'était pas une tragédie. C'était la justice de la prison. Mais Dahmer n'était pas le seul tueur à avoir découvert que les murs et les gardiens ne pouvaient pas le protéger. Un autre prédateur, qui s'attaquait aux plus vulnérables, des femmes âgées chez elles, allait bientôt apprendre la même leçon brutale. Billy Chemirmir. À première vue, Billy Chemirmir semblait être un homme ordinaire vivant au Texas. Mais derrière son apparence calme se cachait l'une des séries de crimes les plus effroyables de l'histoire récente des États-Unis. Entre 2016 et 2018, Chemirmir s'est fait passer pour un agent d'entretien ou un aide-soignant afin d'accéder au domicile de femmes âgées. Une fois à l'intérieur, il les étouffait avec des oreillers et leur volait leurs bijoux. Les autorités pensent qu'il aurait tué plus de 20 femmes, ce qui ferait de lui l'un des serial killers les plus prolifiques de l'histoire du Texas. Ses victimes étaient des grands-mères, des mères, des femmes qui auraient dû être en sécurité pendant leurs dernières années. Au lieu de cela, leur vie a été brutalement interrompue par des attaques froides et calculées qui ont laissé des familles entières dévastées. Lorsque Chemirmir a finalement été arrêté et condamné à la prison à vie, beaucoup ont espéré que cela permettrait de tourner la page. Mais en septembre 2023, à l'intérieur de la prison du comté de Dallas, la justice a pris un autre tournant. Un matin, les gardiens ont trouvé Chemirmir sans vie dans sa cellule. Il avait été brutalement agressé par un autre détenu, battu à mort à main nue et avec une rage pure. L'homme qui avait étouffé tant de victimes sans défense avait lui-même été étouffé par la loi non écrite de la prison. Les prédateurs ne font pas long feu. Pour les familles de ces victimes, sa mort n'a pas effacé la douleur, mais pour beaucoup, elle a été vécue comme un règlement de compte final. Et la prison était loin d'avoir fini de distribuer les punitions. Le tueur suivant avait gagné le surnom d'ange de la mort, et au final, même ses codétenus voulaient voir l'ange tomber. Donald Harvey. Donald Harvey n'était pas un tueur ordinaire. Il ne traquait pas ses victimes dans la nuit et ne s'en prenait pas à des inconnus. Il a plutôt mérité le surnom d'ange de la mort en s'attaquant aux personnes qui lui faisaient le plus confiance. En tant qu'aide-soignant dans des hôpitaux de l'Ohio et du Kentucky, dans les années 1970 et 1980, Harvey a affirmé avoir tué jusqu'à 87 patients. Il en a empoisonné certains au cyanure, d'autres ont été étouffés, et pour quelques-uns, il a simplement trafiqué leur équipement médical jusqu'à ce que leur corps lâche. Harvey justifiait ses crimes en affirmant qu'il mettait fin à leur souffrance. Mais les enquêteurs ont rapidement compris que ses motivations étaient bien plus sombres et beaucoup moins miséricordieuses. La plupart de ses victimes n'étaient pas du tout en phase terminale. Elles avaient simplement croisé son chemin.
Au moment où il a été arrêté, Harvey avait échappé à la justice pendant près de 2 décennies. En 1987, il a finalement avoué et a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité. Derrière les barreaux, Harvey a fait profil bas, mais sa réputation l'a suivi. Les autres détenus ne le considéraient pas comme un homme miséricordieux, mais comme un prédateur lâche qui s'en prenait aux plus faibles. En mars 2017, la justice à l'intérieur des murs de la prison l'a finalement rattrapé. Harvey a été retrouvé gravement battu dans sa cellule du Southern Ohio Correctional Facility. Il s'est accroché à la vie pendant 2 jours dans un lit d'hôpital avant de succomber à ses blessures. L'ange de la mort avait été réduit au silence par le monde même qu'il pensait pouvoir manipuler. Et il n'était pas le seul. De l'autre côté de l'océan, en Espagne, un autre tueur de personnes vulnérables, un homme qui s'en prenait aux femmes âgées, allait connaître un sort similaire à celui de Harvey. José Antonio Rodríguez Vega. Dans les années 1980, la ville espagnole de Santander vivait dans la peur d'un homme surnommé le tueur de vieilles dames. José Antonio Rodríguez Vega était un ouvrier du bâtiment en apparence ordinaire, mais derrière des portes closes, il s'en prenait aux personnes les plus vulnérables de la société, les femmes âgées vivant seules. Entre 1987 et 1988, Vega a brutalement assassiné au moins 16 femmes. Il gagnait leur confiance en leur proposant son aide pour les tâches ménagères, puis les étranglait, laissant souvent leur corps caché pendant plusieurs jours avant qu'ils ne soient découverts. Ces crimes ont choqué l'Espagne non seulement en raison du nombre de victimes, mais aussi en raison du calcul froid avec lequel il les sélectionnait. Lorsque Vega a finalement été arrêté et condamné à plus de 440 ans de prison, beaucoup ont pensé que justice avait été faite. Mais ses codétenus avaient une autre conception de la justice. En octobre 2002, après plus d'une décennie derrière les barreaux, Vega a été pris en embuscade dans sa cellule par 2 autres prisonniers. Ils l'ont sauvagement battu avec des armes artisanales, le rendant méconnaissable. Lorsque les gardiens sont arrivés, il était déjà trop tard. Pour beaucoup en Espagne, la nouvelle de sa mort violente a été perçue comme une fin sinistre, mais appropriée pour l'un des tueurs les plus méprisés du pays. Mais la prison n'en avait pas fini avec les monstres. En Caroline du Sud, un étrangleur d'une petite ville connue pour s'en prendre aux femmes allait également découvrir qu'à l'intérieur des murs de la prison, il n'était plus le chasseur, mais la proie. Lee Roy Martin. À la fin des années 1960, la Caroline du Sud était hantée par un prédateur qui allait devenir connu sous le nom de l'étrangleur de Gaffney. Son vrai nom était Lee Roy Martin, un ouvrier textile qui cachait son côté monstrueux sous le masque d'un père de famille ordinaire. Les crimes de Martin étaient cruels et calculés. Il traquait des jeunes femmes, les enlevait, puis les étranglait à mort avant d'abandonner leurs corps dans des zones rurales. Ces meurtres semèrent la terreur dans la communauté, les parents gardant leurs filles près d'eux et la police cherchant désespérément des réponses. Mais Martin commit une erreur fatale. Il ne put s'empêcher de narguer les autorités. Il envoya des lettres aux journaux et aux forces de l'ordre, se vantant de ses meurtres et les mettant au défi de l'arrêter. Cette arrogance conduisit finalement à sa capture en 1968. Condamné à la prison à vie, Martin pensait que sa notoriété lui avait valu une place parmi les criminels endurcis. Mais pour ses codétenus, il n'était rien d'autre qu'un prédateur lâche qui s'en prenait à des innocentes. En 1972, quelques années seulement après le début de sa peine, Martin a été pris en embuscade par un autre prisonnier. Il a été poignardé à plusieurs reprises, une attaque frénétique qui l'a laissé mort sur le sol de la prison. Le Gaffney Strangler avait pris 4 vies à l'extérieur, et à l'intérieur, il a perdu la sienne en un éclair de justice carcérale. Si la mort de Martin fut brutale, le sort du tueur suivant fut encore plus sauvage. Sa fin ne fut pas rapide, mais lente et impitoyable, montrant jusqu'où les détenus étaient prêts à aller pour régler leur compte. Laron Williams. Laron Williams n'était pas très connu, mais le crime qu'il a commis en 1975 a laissé des traces profondes en Floride. Il s'était introduit par effraction dans la maison d'une jeune femme, l'avait sauvagement agressée et l'avait poignardée à mort dans un accès de violence. Ce meurtre était insensé, cruel, et avait laissé les enquêteurs stupéfaits par sa brutalité. Lorsqu'il a finalement été arrêté, Williams n'a montré aucun remords. Un jury l'a condamné à la prison à vie, mais en réalité cela a marqué le début de sa propre destruction. Derrière les barreaux, Williams a rapidement prouvé qu'il était tout aussi dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il provoquait des bagarres, menaçait les autres détenus et se comportait avec la même arrogance violente qui avait caractérisé son crime. En prison, la réputation est primordiale, et celle de Williams a fait de lui un homme marqué. En 1990, le comportement de Williams l'a rattrapé. Un jour, un autre détenu s'est glissé dans sa cellule avec une arme tranchante
et ce qui a suivi n'était que pure rage déchaînée. Williams a été poignardé à plusieurs reprises, son corps s'effondrant sous les coups. Les gardiens se sont précipités sur les lieux, mais il était déjà trop tard. Le tueur, qui avait autrefois terrorisé une jeune femme, avait été réduit au silence par le monde même qu'il pensait pouvoir dominer. Pour les personnes extérieures, sa mort n'était qu'une statistique de plus dans un système pénitentiaire violent. Mais pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur, c'était la preuve d'une règle tacite. Vivez par la violence, et vous mourrez par elle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'histoire suivante nous emmène au nord, au Canada, où l'un des tueurs les plus tristement célèbres du pays allait découvrir que sa notoriété était également un arrêt de mort. Robert Pickton. L'histoire de Robert Pickton est l'une des plus sombres de l'histoire du Canada. En apparence, il n'était rien de plus qu'un éleveur de porcs à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Mais sous cette apparence rude, se cachait un prédateur qui allait devenir l'un des serial killers les plus notoires du pays. Pendant des années, des femmes ont disparu du quartier Downtown Eastside de Vancouver, une zone où la pauvreté, la toxicomanie et le travail du sexe rendaient beaucoup de personnes particulièrement vulnérables. Leurs familles ont signalé leur disparition, mais, trop souvent, leurs voix ont été ignorées. La police a eu du mal à établir un lien entre ces disparitions et, pendant longtemps, la vérité est restée cachée. Cette vérité, c'était Robert Pickton. Il attirait les femmes dans sa ferme, et ce qui s'y passait dépassait tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Lorsque la police a finalement perquisitionné sa propriété en 2002, elle a découvert un véritable cauchemar. Des preuves ADN, des restes humains éparpillés dans la ferme et des allégations selon lesquelles certains corps auraient été donnés à manger à ces porcs. Pickton a été condamné pour le meurtre de 6 femmes, mais il s'était un jour vanté d'en avoir tué 49. Les autorités soupçonnent que le nombre réel ne sera peut-être jamais connu. Pour les familles de ces victimes, son arrestation a apporté des réponses, mais aucun réconfort. L'ampleur de sa cruauté était presque impossible à accepter. En 2007, Pickton a été condamné à la prison à vie, mais sa nouvelle réalité était loin d'être sûre. Les autres détenus le méprisaient. Même parmi les meurtriers, ses crimes étaient considérés comme impardonnables, révoltants et lâches. Les gardiens le savaient aussi. Ils l'ont placé en détention préventive, l'isolant pour éviter l'inévitable. Mais l'isolement ne pouvait pas le protéger éternellement. En 2010, un autre prisonnier a réussi à s'approcher suffisamment de Pickton pour l'attaquer avec un couteau artisanal. Il a été lacéré, battu et laissé en sang avant que les gardiens n'interviennent. Il a survécu, mais le message a résonné à travers les murs de la prison. Il ne serait jamais en sécurité, pas même un seul jour. Depuis des années, Pickton vit dans la peur. Des rumeurs circulent constamment selon lesquelles d'autres détenus prévoient de terminer ce qui a été commencé. Et de nombreux Canadiens pensent que son histoire ne se terminera pas par une vieillesse passée en cellule, mais par un règlement de compte final et brutal de la part de ceux qui se considèrent comme les garants de la justice carcérale. Car à l'intérieur de ces murs, les monstres n'inspirent pas la peur. Ils inspirent la vengeance, et l'affaire suivante le prouve une fois de plus. Un détenu britannique, coupable de crimes si tordus qu'ils ont choqué tout un pays, allait bientôt découvrir que ses codétenus n'avaient aucune intention de le laisser vivre en paix. Stephen Strutt. Le nom de Stephen Strutt n'est peut-être pas aussi tristement célèbre à l'échelle internationale que certains autres, mais au Royaume-Uni, son crime a choqué le public et scellé son destin derrière les barreaux. Strutt a été condamné pour le meurtre brutal d'une jeune femme, un crime si insensé et violent qu'il a horrifié les enquêteurs et la communauté. Il a attiré sa victime sous prétexte de confiance, puis s'est retourné contre elle avec une brutalité froide. Les détails du meurtre ont brossé le portrait d'un homme sans empathie, sans conscience et sans hésitation à infliger de la douleur. Pour cela, Strutt a été condamné à la prison à vie. Mais la prison s'est avérée être moins une punition qu'un piège, où d'autres hommes ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Dès son arrivée, Strutt a été marqué. Les détenus ont rapidement appris ce qu'il avait fait, et le code du monde carcéral ne laissait aucune place au pardon. Les crimes contre les femmes, en particulier ceux aussi cruels que le sien, avaient un prix élevé. Strutt a été isolé, rejeté et menacé. Il vivait dans une tension constante, sachant qu'à tout moment, quelqu'un pouvait passer à l'acte. Ce moment est arrivé en 1992. Les détenus l'ont acculé dans une zone commune et l'attaque a été aussi rapide qu'impitoyable. Strutt a été battu et poignardé à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Les gardiens se sont précipités pour intervenir, mais le mal était déjà fait. Strutt a été mortellement blessé. Sa vie s'est terminée violemment entre les mains d'hommes qui avaient décidé qu'il ne méritait aucune protection. Sa mort a été considérée par beaucoup non pas comme une tragédie, mais comme une extension du système judiciaire.
Le genre de justice rendu non pas par des juges en robe, mais par des détenus qui n'avaient rien à perdre. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, un autre meurtrier allait bientôt connaître un sort similaire, un homme dont le crime avait bouleversé une communauté et qui découvrit que le code de la prison ne lui ferait pas de cadeau. John Mansfield. L'histoire de John Mansfield est une histoire de cruauté et de trahison. À la fin des années 1970, Mansfield a été condamné pour le meurtre d'une jeune femme dans le Wisconsin, un crime qui témoignait non seulement de violence, mais aussi d'un manque d'humanité inquiétant. Il a été condamné à la prison à vie, ce qui, pour beaucoup, semblait être le seul moyen de l'empêcher de nuire à d'autres personnes. Mais la prison n'oublie pas, et les prisonniers non plus. Dès le jour où Mansfield est entré en prison, les rumeurs sur son crime l'ont suivi. Les détenus ont leur propre code, et les hommes qui brutalisent les femmes se retrouvent souvent tout en bas de la hiérarchie. Mansfield est rapidement devenu une cible. Au fil du temps, les menaces se sont intensifiées, les regards se sont aiguisés. Il a essayé de rester discret, mais en prison, l'isolement ne suffit pas toujours à garantir la sécurité. En 1979, les ennemis de Mansfield ont finalement frappé. Armé d'armes de fortune, un groupe de détenus l'a attaqué dans sa cellule, le poignardant et le frappant jusqu'à ce qu'il gise en sang sur le sol. Lorsque les gardiens sont arrivés, ses blessures étaient mortelles. Mansfield est décédé peu après, rappelant une fois de plus que la justice carcérale peut être bien plus sévère que la sentence d'un juge. Sa fin n'a choqué personne à l'intérieur de ses murs. Les détenus la considéraient comme inévitable, la conséquence naturelle de son crime et de l'environnement impitoyable dans lequel il vivait désormais. Mais Mansfield était loin d'être le seul. L'histoire suivante est encore plus sombre, celle d'un homme dont la cruauté envers un enfant a fait de lui le prisonnier le plus détesté et a scellé son destin derrière les barreaux. Subhan Anwar. Au Royaume-Uni, le nom de Subhan Anwar est associé à la colère et au dégoût. Son crime était non seulement violent, mais aussi d'une cruauté insupportable. En 2008, Anwar a été condamné pour le meurtre de la fille de 2 ans de sa petite amie, une petite fille nommée Sanam. Les détails de l'affaire étaient déchirants. L'enfant avait été battu, maltraité, puis finalement étouffé par Anwar. La brutalité du crime a horrifié la nation, qui ne pouvait imaginer qu'un homme adulte puisse infliger de telles souffrances à une personne aussi petite et sans défense. À l'issue du procès, Anwar a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 23 ans. Pour le public, c'était justice. Mais à l'intérieur de la prison, ce n'était que le début. Les détenus ont leur propre hiérarchie, et les crimes contre les enfants placent un homme tout en bas de l'échelle. Dès son arrivée, Anwar a été marqué au fer rouge. Pour de nombreux prisonniers, il n'était pas seulement un détenu, il était une cible. Pendant un certain temps, les gardiens l'ont protégé, conscients du risque. Mais la protection ne dure pas éternellement. En février 2013, les codétenus d'Anwar ont fini par le rattraper. Ils l'ont acculé dans sa cellule et l'ont étranglé avec des draps, le laissant sans vie avant que les gardiens ne puissent intervenir. La même méthode qu'il avait utilisée pour mettre fin à la vie d'un enfant est devenue celle de sa propre mort. Pour beaucoup, c'était une sorte de symétrie sinistre, l'exemple ultime du code de justice de la prison. La cruauté d'Anwar avait fait son chemin et l'avait détruit. Et de l'autre côté de l'océan, en Californie, un autre prédateur, cette fois-ci un tueur en série de jeunes femmes au sang-froid, allait bientôt apprendre que même ses secrets les plus sombres ne pouvaient le protéger derrière les barreaux. Tor Nils Christiansen. Tor Nils Christiansen était le genre de tueur qui se cachait à la vue de tous. Né au Danemark mais élevé en Californie, il était en apparence calme et banal. Mais derrière cette apparence ordinaire se cachait un prédateur aux pulsions sombres. À la fin des années 1970, Christiansen s'en prenait à des jeunes femmes à Santa Barbara et Los Angeles. Il leur proposait de les raccompagner, parfois depuis leur campus universitaire ou dans des rues animées, puis les attirait dans un endroit isolé. Là, sa véritable nature se révélait. Il a abattu au moins 4 femmes et, dans certains cas, il est revenu vers leur corps pour commettre des actes innommables. Pendant un certain temps, Christiansen a mené une double vie. Il suivait des cours à l'université, faisait des petits boulots, voyait même ses amis, tout en portant le poids du meurtre sur sa conscience. Mais finalement, ses habitudes l'ont rattrapé. Une 5e victime potentielle s'est échappée et l'a ensuite aperçue en public, ce qui a conduit à son arrestation en 1979. Christiansen a été condamné à la prison à vie, mais à l'intérieur, son calme ne l'a pas sauvé. D'autres détenus ont découvert qui il était vraiment, et sa réputation s'est rapidement répandue. Le fait qu'il s'en soit pris à des jeunes femmes sans défense a scellé son destin. Le 30 mars 1981, moins de 2 ans après le début de sa peine,
Christiansen a été agressé par un autre détenu dans la cour de récréation de la prison. Il a été poignardé à plusieurs reprises et laissé pour mort sur le sol. Lorsque les gardiens sont intervenus, Tor Nils Christiansen, l'étudiant discret qui menait une double vie de tueur, était mort à l'âge de 30 ans. Sa fin fut rapide, violente et pour beaucoup symbolique. Le prédateur qui traquait les femmes avait lui-même été traqué. Mais Christiansen n'était pas le seul à être condamné à mort. Un autre détenu, connu non seulement pour avoir tué, mais aussi pour s'être mutilé de manière choquante, allait également découvrir que la justice carcérale pouvait être plus terrifiante que tout ce qu'il avait jamais fait. Ruffe Persfull. L'histoire de Ruffe Persfull est l'une des plus troublantes de l'histoire des prisons américaines, non seulement en raison de ce qu'il a fait à l'extérieur, mais aussi en raison de ce qui lui est arrivé une fois incarcéré. Reconnu coupable de plusieurs meurtres dans les années 1930, Persfull a été envoyé purger sa peine dans certaines des prisons les plus dures des États-Unis, dont la tristement célèbre Alcatraz. Mais contrairement à beaucoup d'autres meurtriers, le calvaire de Persfull ne se limitait pas à ce que les autres détenus lui faisaient subir. Il est devenu son propre pire ennemi. À Alcatraz, le comportement de Persfull est devenu de plus en plus erratique. Isolé, détesté par les autres détenus et vivant sous une pression constante, il a atteint un point de rupture. Dans l'un des actes d'autodestruction les plus choquants jamais enregistrés, Persfull aurait coupé plusieurs de ses propres doigts avec une hache sous les yeux des gardiens et des autres prisonniers. Il a crié qu'il n'en pouvait plus, que la prison l'avait rendu fou. Cet incident macabre scella sa réputation. Pour les autres détenus, il n'était plus seulement un tueur, il était instable, dangereux et brisé. Cette réputation le suivait partout où il allait, faisant de lui une cible facile. Les prisonniers le tourmentaient, se moquant de son automutilation et le traitant comme un paria. Finalement, les ennemis de Persfull l'ont rattrapé. Battu et laissé pour mort, sa vie à l'intérieur de la prison s'est lentement effondrée, victime à la fois de la violence carcérale et de son propre esprit qui se décomposait. Son histoire est devenue un sombre rappel que la prison ne punit pas seulement le corps, elle détruit aussi l'esprit. Mais Persfull n'était pas le seul à avoir été victime de la hiérarchie brutale de la vie carcérale. Le cas suivant nous emmène à Boston, où les crimes terrifiants commis par un tueur contre des femmes finirent par le conduire derrière les barreaux. Albert DeSalvo. Le nom d'Albert DeSalvo est gravé dans l'histoire criminelle américaine sous le nom de Boston Strangler, l'étrangleur de Boston. Au début des années 1960, son règne de terreur s'est abattu sur la ville. Une à une, des femmes ont été retrouvées mortes dans leur propre maison, étranglées avec des objets tels que des écharpes, des ceintures ou des bas nylons. Les meurtres ont semé la terreur à Boston, où les femmes ont verrouillé leurs portes, barricadé leurs fenêtres, et se sont demandé si elles seraient les prochaines victimes. DeSalvo a avoué 13 meurtres, mais à ce jour, le débat persiste quant à savoir s'il a agi seul ou si d'autres personnes étaient impliquées. Quoi qu'il en soit, son nom est devenu synonyme de violence prédatrice. Au moment de son arrestation, il était déjà l'un des hommes les plus détestés du pays. En 1967, DeSalvo a été condamné, non pas directement pour les étranglements, mais pour une série d'agressions sexuelles. Il a été condamné à la prison à vie, et bien que les tribunaux ne l'aient pas officiellement condamné pour les meurtres, les autres détenus savaient exactement qui il était. Entre les murs de la prison d'État de Walpole, DeSalvo était un homme marqué. Certains prisonniers le détestaient pour ses crimes contre les femmes, tandis que d'autres recherchaient la gloire perverse d'être celui qui avait tué l'étrangleur de Boston. En novembre 1973, ce moment est arrivé. DeSalvo a été retrouvé poignardé à mort dans sa cellule, le corps criblé de blessures. L'attaque était si brutale que les gardiens et les enquêteurs ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un acte personnel. À ce jour, personne n'a été officiellement inculpé pour son meurtre, mais la plupart pensent qu'il s'agissait d'un acte prémédité commis par des codétenus qui voulèrent faire de lui un exemple. Pour beaucoup à Boston, sa mort a été vécue comme une forme sombre de conclusion. L'homme qui avait plongé leur ville dans la peur avait finalement connu la même terreur derrière les murs de la prison. Mais si la fin de DeSalvo était choquante, l'affaire suivante était encore plus tristement célèbre. Elle concernait un puissant parrain du crime dont l'empire régnait autrefois sur une ville, avant qu'il ne soit battu jusqu'à être méconnaissable dans une cellule de prison. James Whitey Bulger. Peu de criminels avaient la réputation de James Whitey Bulger. Pendant des décennies, il a régné sur le monde souterrain de Boston en tant que chef redouté du gang Winter Hill. Il a bâti un empire sur l'extorsion, le racket, le trafic de drogue et le meurtre, tout en cultivant l'image d'un homme intouchable par la loi. Mais derrière le mythe se cachait une vérité plus sombre. Bulger menait une double vie, non seulement celle d'un gangster, mais aussi celle d'un informateur du FBI.
Pendant des années, il a fourni des informations aux agents fédéraux tout en éliminant ses rivaux, utilisant les forces de l'ordre comme bouclier pour protéger son empire. Lorsque ce secret a finalement été révélé, cela a détruit sa réputation parmi les criminels et fait de lui l'une des figures les plus méprisées de la culture carcérale. Une balance. En 2011, après 16 ans de cavale, Bulger a finalement été capturé en Californie. Il a été jugé et condamné pour 11 meurtres, parmi de nombreux autres crimes, et condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. À 89 ans, il est entré en prison en tant que légende, mais aussi en tant qu'homme marqué. En 2018, Bulger a été transféré à l'USP Hazleton en Virginie occidentale, une prison connue pour sa violence. Quelques heures après son arrivée, les détenus se sont acharnés sur lui. Les gardiens ont ensuite retrouvé Bulger battu à mort, presque méconnaissable. Ses agresseurs avaient utilisé des cadenas enfoncés dans des chaussettes comme armes, lui fracassant le visage et la tête jusqu'à ce que mort s'ensuive. La brutalité de l'attaque a choqué la nation, mais à l'intérieur de la prison, ce n'était pas une surprise. Pour les détenus, Bulger n'était pas seulement un gangster, c'était un tueur de femmes, un manipulateur et pire encore, un informateur. Sa mort était considérée comme inévitable. L'homme qui régnait autrefois sur les rues de Boston avait trouvé la mort dans un coin sordide d'une cellule de prison, battu jusqu'à être méconnaissable par des hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Mais Bulger n'était pas le seul à découvrir que le pouvoir et la réputation ne signifient rien une fois la porte de la cellule fermée. Bien avant lui, un autre prisonnier, un jeune homme privilégié dont le crime avait choqué l'Amérique, allait apprendre que même la richesse et le statut social ne peuvent vous protéger lorsque la justice carcérale décide de votre sort. Richard Loeb. Dans les années 1920, le meurtre de Bobby Franks a choqué l'Amérique non seulement par sa cruauté, mais aussi par l'identité de ses auteurs. Richard Loeb et Nathan Leopold étaient de riches étudiants privilégiés de Chicago. Brillants, bien éduqués et issus de familles influentes, ils se croyaient si intelligents qu'ils pouvaient commettre le crime parfait. Leur plan était effrayant. Ils ont kidnappé Bobby Franks, un garçon de 14 ans qui vivait dans leur quartier, et l'ont brutalement assassiné. Ils ont ensuite tenté de dissimuler leur crime, convaincus que leur statut social et leur intelligence les protégeraient de tout soupçon. Mais leur arrogance a causé leur perte. La police a rassemblé les preuves, et les 2 hommes ont été arrêtés. L'affaire est devenue célèbre sous le nom de « crime du siècle ». Lors du procès, la nation était sous le choc. Comment 2 jeunes hommes qui avaient tout pour eux avaient-ils pu choisir de tuer, simplement pour prouver qu'ils pouvaient s'en tirer? Leur avocat, Clarence Darrow, les a sauvés de la peine de mort grâce à une défense légendaire, et ils ont finalement été condamnés à la prison à vie. En prison, l'arrogance de Richard Loeb ne disparut jamais, tout comme la haine de ses codétenus. Sa richesse et sa notoriété firent de lui une cible, et son crime contre un enfant innocent lui garantissait de ne jamais être en sécurité. Le 28 janvier 1936, l'histoire de Loeb connut une fin brutale. Il fut attaqué par un codétenu armé d'un rasoir droit. Poignardé à plusieurs dizaines de reprises, Loeb se vida de son sang sur le sol de la prison, à l'âge de 30 ans seulement. Le soi-disant crime parfait avait non seulement conduit à la destruction d'une vie innocente, mais aussi à la mort violente de Loeb lui-même. Son histoire nous rappelle une fois de plus qu'à l'intérieur des murs de la prison, le passé ne reste jamais enfoui, et que la justice prend souvent la forme la plus brutale qui soit. Et si vous pensiez que ces morts étaient choquantes, vous trouverez actuellement sur votre écran l'histoire de tueurs si pervers qu'ils ont donné leurs victimes en pâture à leurs propres animaux de compagnie. Et une autre sur des meurtriers qui se sont évadés de prison pour commettre de nouveaux crimes.